Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de La Clique. Cette semaine, on rencontre pour vous Stéphane Bellougou qui, vous allez voir, nous propose un projet assez original sur le web. On s'offre une petite recette cocktail en collaboration avec la distillerie des Appalaches et on s'en va à la découverte d'un tout nouveau créateur mode sorti tout fraîchement du campus Notre-Dame-de-Foix. Salut tout le monde, ici Véronique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Gabrielle qui termine bientôt sa technique en design de mode et vous constaterez comme moi que la création d'une pièce de vêtement est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Bonjour Gabrielle. Bonjour, enchanté. Gabrielle, pourquoi avoir décidé d'entamer une technique en design de mode? Longue histoire que je vais essayer de raccourcir. En fait, mes deux parents sont dans un milieu artistique. Les deux sont graphistes. Puis moi, en finissant mon secondaire, j'avais pas mal la perception que travailler dans un milieu artistique, c'était pas très payant, c'était pas très viable comme carrière professionnelle. Fait que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et j'ai pris un 2 ans de sabbatique. Fait que ça m'a fait découvrir un peu le milieu et tout. J'ai travaillé dans des boutiques, dont Frank & Oak à Place Laurier. Après ça, j'ai travaillé pour chez Lacoste et tout. Ça m'a fait connaître des gens, justement, qui eux autres étaient passionnés par ça. Et eux, justement, en retour, m'ont fait découvrir ce milieu-là, m'ont fait lire des magazines comme GQ, Vogue. Ça m'a vraiment comme piqué. Et pendant ce temps-là, ma sœur étudiait en même temps ici en commercialisation de la mode. Fait que j'étais déjà un petit peu entouré de tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Ah, regarde, je vais me lancer ». Fait que je me suis lancé. Puis j'ai toujours eu une petite habileté artistique, j'ai toujours eu de la facilité avec tout ça. Finalement, ça a collé, en fait, comme on peut dire. Et c'est ça a donné ce que ça a donné. Et j'ai discuté avec tes professeurs, ils m'ont dit que tu te démarquais beaucoup parce que tu utilisais différentes textures, différents matériaux. Oui. En fait, tu sais, justement, pour ma collection de fin d'études, mon inspiration principale, c'était le cinématographe russe Andrei Tarkovsky, qui a fait beaucoup de films. Et lui, j'avais écouté un film, un petit reportage sur lui, qui disait que dans ses films, les personnages parlent vraiment pas beaucoup, mais ils s'expriment principalement au travers de la texture. C'est vraiment venu me chercher, ça, parce que je me suis dit, tu sais, la couleur, c'est jamais venu me chercher, je suis pas bon là-dedans, les mélanges de couleurs et tout. La forme, ça m'intéresse un peu moins, mais la texture, ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose que je peux travailler, qui serait quand même assez unique à moi. Fait que j'ai décidé de m'orienter vers ça. Et je tente de m'orienter avec des matières plus naturelles aussi au travers de ça, parce que ça apportait de quoi de plus intéressant. Tu parles de texture, les boutons que tu as fait là, sur les pantalons. Ici, c'est toi qui les as fait avec ton père. Comment tu as fait pour les créer? En fait, je suis parti de l'idée justement que je voulais des choses très texturées et un peu plus brutes comme aspect. Puis il n'y avait rien sur le marché que je pouvais acheter qui donnait cet effet-là. Fait que j'ai décidé de prendre une feuille de bronze puis qu'on a découpé au banc de scie pour avoir les formes des boutons qu'on voulait. Et après ça, justement, je suis venu les marteler, tout simplement avec un marteau de joaillerie, ça s'appelle, qui est comme un petit bourron, pour donner la texture que ça a obtenue, en fait. Mais c'était ça, tu sais, moi, je voulais vraiment travailler un peu l'aspect artisanal qui vient un peu dans mon thème, se mélanger au travers, parce que je trouve que ça permet vraiment de projeter sa personnalité, puis en fait, sa personne sur son travail. C'est une belle façon, je trouve, de s'exprimer, en fait. Là. Et avec le genre de création que tu fais, où tu te vois dans 5 ans? Mais dans 5 ans, en fait, j'ai pas vraiment d'idée, mais je me dis que j'aimerais bien sûrement voyager au Japon. J'aimerais vraiment ça. Il y a plein de marques qui m'intéressent là-bas, qui font des procédés très artisanaux, comme Visvim, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui, eux, font leur propre teinture dans leur marque, ce qui est très rare, en fait, avec des matières naturelles, des choses comme ça. Fait que tout le procédé m'intéresse, mais aussi, je voudrais aller étudier en design de produits à l'Université Laval, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. Donc, qui me permettrait également de plus m'orienter vers la maroquinerie, les accessoires, les chaussures également, ce qui nous est pas nécessairement montré ici dans le programme.
Toi, tu as un parcours assez différent, mais comment un étudiant là, qui nous écoute en ce moment et qui a envie de se lancer dans ce programme-là doit faire là, pour pouvoir y parvenir? C'est sûr qu'il faut avoir beaucoup d'assurance, premièrement, mais en termes de capacité artistique, ça prend quelqu'un, justement, qui a beaucoup, c'est difficile à décrire, mais qui a l'œil, qui est capable de voir les proportions, le profil, les patrons, qui est capable de prendre ce qu'il s'imagine comme produit et de vraiment le concrétiser, ce qui est quelque chose qu'on ne prend pas nécessairement en compte quand on voit des produits finis, des vêtements, des choses comme ça, mais c'est très difficile d'avoir une idée. Parce que tu me parlais de mathématiques un peu plus tôt. C'est très technique, donc on peut avoir une idée, un vêtement qu'on dessine, ah c'est beau, mais après ça, il faut le faire en vêtement concret. Et là, c'est tout un processus par lequel on passe et souvent, le challenge de ça, c'est en fait de s'imaginer comment est-ce qu'on va passer par ça et de ne pas oublier l'idée à la base. Ce qui est très difficile quand on fait des patrons parce que tout ce qu'on voit, c'est des formes géométriques qui vont finir par s'assembler en un vêtement. Donc, là vient un petit peu plus la complexité, ce qui n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais ça prend une capacité de visualiser qui est très forte, j'imagine. Ça, c'est super important, mais il faut être aussi très sûr de ses idées, très sûr de soi pour mettre le point sur la table, faire « OK, non ». Quand la prof, mettons, te dit « Ah, ça marchera pas », tu dis « Non, je vais être capable de le faire, je vais te montrer, OK ». Et on le fait après. Et en terminant, Gabrielle, on est en pandémie, ça fait à peu près 1 an. Vous faites votre programme, ça fait 3 ans. Est-ce que vous avez vu une différence dans la mode depuis que la pandémie est là? Bien, justement, on a une plateforme, nous autres, qu'on utilise pour les futures tendances, pour nous inspirer et nous indiquer vers quoi s'orienter un petit peu plus. J'ai vu de quoi qui m'a fait assez rire, qui est une tendance qui se déploie sur le marché, qui est en fait les above the keyboard top qu'on appelle en anglais, que c'est un haut qui est adapté à ce que ce soit juste le haut qui soit vu par la webcam. Donc le haut il est très beau, mais par en bas, ils peuvent porter ce qu'ils veulent, mais c'est vraiment un haut qui est designé pour les entrevues Internet, les choses comme ça. Fait que, c'est sûr que le marché change. Il y a aussi qu'il faut adapter les vêtements avec des couleurs qui sont plus aptes, par exemple, à être vues sur Instagram, sur ces plateformes-là. À faire du télétravail. C'est ça, exactement, qui vont plus attirer l'œil. Parce que, justement, les principales façons de vendre ces produits-là maintenant, surtout en pandémie, ça va être via Internet. Donc, les compagnies vont s'adapter clairement à leur stratégie autour de ça. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça fait plaisir. On a bien hâte de suivre tes créations et tes projets. Au retour de la pause, restez là, sortez un petit calepin de notes, on prépare vos cocktails pour la fin de semaine. Vous le savez, sur La Clique, on adore collaborer avec la gang de la distillerie des Appalaches. Eh bien, cette semaine, on ne fera pas exception et on vous offre un autre segment, Derrière le bar. Bonjour, c'est Mélanie de chez Monsieur Cocktail. Je suis ministre du bonheur et créatrice de saveurs. Moi, j'aime ça, des cocktails simples. Des fois, je trouve que c'est un peu compliqué. Fait que là, aujourd'hui, pas de shaker, on fait le fameux Bloody César. Alors, on va prendre le bon vieux Bloody César avec nos amis de la distillerie des Appalaches, le spiritueux moins 40. Comme vous pouvez voir, ça va être un Bloody César sucré-salé. Je vais vous montrer mon Clamatos doré, ici. Fait Clamatos doré, Clamato, toast doré, bon. Alors ici, on a fait un crumble aussi de croquants avec du sirop d'érable, du bacon, puis toast doré avec bacon qu'on va mettre comme garniture. Alors, avant de commencer le cocktail, il va falloir que j'enduis mon tour de miel. On en met quand même généreusement. C'est bon. Quand c'est sucré, salé. Ici. Mon crumble ici. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Ricardo, là, il serait fier de moi. C'est ici. On va mettre le spiritueux à base de sirop d'érable. 1,5.
le mix à blodé de Monsieur Cocktail. Vous avez toutes les épices à l'intérieur, sel de céleri, tous les ingrédients pour l'épicer. Pour y donner un petit piquant, on va prendre l'épistouffe. C'est un sirop à base de mangue et ça donne un petit kick. On va mettre un 0,25. 0,25 ici. On va mettre 20. On va mettre 3 onces de Clamato. C'est ici. 3 onces de Clamato. Comme ici. Les verres, ça n'a pas d'importance. On a pris un pot maçon. Alors, comme mon pot maçon est un petit peu plus gros, je vais rajouter un autre Clamato ici. C'est quand même un cocktail assez classique. On va le pimper ici avec les toasts dorés, comme ça ici. Et voilà! Alors, un cocktail qui se boit, qui se mange. Ça peut être, pourquoi pas, pour déjeuner. Puis ça peut être aussi un bon apéro. Alors, merci! Au retour de la pause, soyez là, on découvre ensemble le projet de Stéphane Bellougou, la Casa de Poutine. Durant la pandémie, plusieurs créateurs, plusieurs artistes en ont profité pour se réinventer, pour donner place à leur imagination. L'un de ceux-ci est Stéphane Bellougou. Il nous explique son tout nouveau projet web, la Casa de Poutine. Je sais pas où l'argent. J'ai perdu un ami sans l'avoir mérité. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur La Clique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. ça fait très plaisir. On est bien heureux de partager ce beau projet, la Casa de Poutine, où je ne sais pas si faut le dire avec un accent ou pas, mais ce titre bien sympathique de web-série qui a été lancé là, il y a quelques semaines, en juin. J'aimerais d'abord que vous parliez un peu de ce projet-là, très éclaté, il faut le dire, que vous avez eu durant la pandémie, durant le confinement. Oui, donc tu veux quoi? Tu veux savoir si on prononce la Casa de Poutine ou la Casa de Poutine? Ou tu veux savoir tout sur le projet? Les deux ensemble. Les deux. Donc la prononciation, c'est vraiment chacun choisit comme bon lui semble. Il n'y a pas de problème, tout est acceptable. Pour ce qui est de... oui, effectivement, en fait, on a lancé ça il y a quelques semaines maintenant. Et par contre, on a commencé les tournages il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Donc, c'est-à-dire que c'est un projet qui nous a tenus en haleine pendant longtemps.
Absolument. Et là, j'imagine, je disais que vous avez été inspiré de la pandémie, ou du moins, vous avez utilisé ce moment particulier, disons-le comme ça, peut-être de la carrière de certains artistes pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se revirer de bord, même si on est en pandémie, et comment on peut s'amuser à travers un beau projet pour tout ça, là. Oui, en fait, là, c'est un peu exagéré, mais c'est quasiment autobiographique, mais pour rire au départ, parce que tout était arrêté. Moi, dans mon autre casquette, outre le fait d'être réalisateur, je suis aussi agent d'artiste. Oui. Donc, ça faisait des semaines, voire des mois, qu'à cause du confinement, plus personne ne travaillait. Donc, moi, tous mes acteurs, ils m'appelaient et ils pensaient que parce que j'étais agent, je savais ce qui allait se passer. Et en fait, je peux l'avouer aujourd'hui, j'en savais rien. Et donc, ils me disaient, est-ce que ça va reprendre? Et je disais, je ne sais pas. Est-ce que ça va reprendre? Je ne sais pas. Et les malheureux étaient de plus en plus inquiets à tous les niveaux. Et là, j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais tiens, on pourrait imaginer des acteurs qui ont plus de travail, qui peuvent pas monter leur spectacle et qui vraiment pètent les plombs, si tu me passes l'expression, et décident de s'inspirer de Casa de Papel pour faire un braquage. Donc, c'était ça l'idée de départ. Absolument. Et là, ces gens-là, ces personnes-là qui, à la base, ne pouvaient plus faire leur pièce de théâtre, qui était leur projet original, décident de sortir le pire d'eux-mêmes, disons-le comme ça, pour aller commettre ce crime qui, ma foi, va brasser beaucoup de choses. C'est ce qu'on comprend là, à travers les différents épisodes. Ben, je ne sais pas si c'est le pire d'aller braquer une banque. Je pense qu'il y a pire dans la vie, là. Oui, en fait, moi aussi, ce qui m'a inspiré là-dedans, c'est... Ben là, ça semble loin maintenant, parce que c'est quand même il y a presque 1 an et demi. Et moi, dès que j'ai commencé à voir les gens entrer masqués dans les banques, je trouvais ça très, très drôle. Parce que je me disais, avant, en fait, pour tous les gens, mettre un masque pour aller dans une banque, c'est aller braquer la banque. Et après, c'était devenu obligatoire d'avoir un masque. Là, ça a commencé à faire fourmiller mon imagination, si je puis dire. Et clairement, ça a donné un très beau résultat. Vous deviez initialement faire un court-métrage avec ce projet-là qui s'est conclu en web-série. Web-série quand même là, de 10 épisodes de 15 minutes. Comment tout ça a évolué dans le temps? Parce que je comprends finalement que vous avez eu beaucoup plus de contenu qu'initialement vous l'avez mijoté, là. Oui, c'est exactement ça. C'est... moi, j'ai commencé à écrire pour vraiment un court-métrage. Je me disais, on va faire un bon petit court-métrage, on va s'amuser entre nous. Et puis, à peine on avait fini le court-métrage, qui est donc en réalité l'épisode 1, pour les gens qui vont regarder la série, là, je me disais, mais c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et là, je me sentais exactement comme, tu sais, quelqu'un qui part acheter du pain au coin de chez lui, au dépanneur, et puis qui dit, oh, finalement, je pourrais aller un peu plus loin, puis qui marche encore, et qui marche encore, et qui marche encore, et puis finalement, revient des heures plus tard à la maison et qui a oublié le pain. Tu sais, là, moi, je suis parti dans ma série, j'avais plein d'intrigues et d'anecdotes à raconter, et puis ça c'est parti tout seul. En fait, ça s'est écrit tout seul. Et là, il faut dire que dans chaque épisode, on retrouve une intrigue, disons-le comme ça, individuelle. Donc, c'est comme plein de petites histoires à travers cette grande histoire-là. C'est ce que je comprends. C'est un peu ça, ouais. J'ai essayé de suivre quand même les règles scénaristiques, on va dire. Donc, t'as tellement bien résumé que je vais faire le pire qu'on peut pas faire en entrevue, c'est dire oui. Oui. non, mais c'est ça. Il y a des intrigues fermées. Donc, chaque épisode se suffit à lui-même. Mais effectivement, il y a une grande courbe narrative qui lie tous les épisodes, les 10 épisodes. Et là, vous avez bien sûr une superbe distribution à travers ce projet-là. Vous l'avez dit, vous êtes d'abord et aussi une agence d'artistes. Vous avez décidé aussi de mettre en lumière de nouveaux artistes, de nouveaux visages, ou peut-être des visages qu'on n'avait pas nécessairement connus de par le côté comédien ou acteur. Parlez-moi d'abord de la belle distribution que vous avez choisie, là, qui réunit là, près d'une vingtaine d'artistes, là. Oui, les distributions, bien sûr, hélas, vu le temps qu'on a, je ne peux pas te parler de chacun d'eux, mais ça, on a plus de 20 artistes et ça va de 15 ans à 62 ans. Il y a à peu près toutes les origines ethniques possibles et imaginables, égyptiens, haïtiens, marocains, enfin, on a une magnifique diversité. On a toutes les diversités possibles et imaginables. Et moi, c'est bien sûr tous les acteurs que j'adore. Donc, je leur ai écrit des rôles vraiment sur mesure pour eux. Donc, on s'est gâtés mutuellement. Et j'imagine que lorsque vous les avez appelés, que vous avez communiqué avec eux pour ce projet-là, la réponse devait être bien positive. Comment ils réagissaient que vous leur lanciez cette belle idée-là? Mais écoute, ils me disaient pas oui, ils me disaient oui. Non, ils étaient très contents, oui, forcément. Bah oui, tout ce que les acteurs veulent, c'est ce qu'on raconte dans l'histoire. En fait, ça leur a peut-être évité d'aller braquer des banques, finalement, on ne sait pas. Hein. Mais, non, mais sérieusement. Non, mais tout ce qu'ils veulent, les acteurs, c'est jouer. Donc, dès qu'on leur propose des beaux rôles, ils sont très contents. Et puis, ils ont vraiment beaucoup donné d'eux-mêmes dans les tournages. Je ne sais pas si tu as vu tous les épisodes, mais dans l'épisode 9 et 10, là, ça devient vraiment quelque chose de très film d'action, on va dire. Oui. Écoute, ils se pitchaient partout. Ils ont vraiment donné à tous les niveaux de leur talent et de leur énergie.
Et je dois souligner justement que c'est ce qu'on retrouve beaucoup à travers les différents épisodes. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action. C'est vraiment un grand mélange de styles, j'ai envie de dire. Ce qui en donne vraiment pour tous les goûts, tous les genres, peu importe un peu dans quel état d'esprit on est finalement. Là. Alors, est-ce que c'est pour tous les goûts, tous les genres? Je ne sais pas, mais disons que moi, je pense que c'est important quand on crée quelque chose, et je le dis en toute humilité, mais de faire ce qu'on aimerait avoir. Et moi, j'aime ça. J'aime le mélange des genres, j'aime pas savoir où je m'en vais, j'aime être surpris, j'aime que ce soit parfois violent, j'aime que ce soit parfois très drôle, j'aime qu'il y ait si possible un petit propos social. Et donc, j'ai essayé de faire ce que moi, j'aime regarder. Après, tant mieux s'il y a des gens qui aiment. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont aimé, donc tant mieux. Absolument, c'est du beau divertissement. On a parlé bien sûr de cette web-série-là, de différents épisodes. Est-ce que vous avez peut-être en tête une suite, une continuité, une saison 2? Comment vous voyez évoluer ce projet-là? Écoute, je l'ai plus qu'en tête. En fait, j'ai déjà écrite la saison 2 parce que parmi mes nombreuses qualités, je suis très hyperactif. Donc, dès que j'ai commencé à envisager la fin des tournages, ça me faisait complètement paniquer. Donc, j'ai écrit ma saison 2. Là, je suis en train de faire ma 128e version de ma saison 2 et on devrait commencer les tournages en septembre, normalement. Génial. Alors, on va pouvoir voir la suite de ce beau projet-là. Bien sûr, la Casa de Poutine, je sais pas, j'ai toujours envie de le dire avec un accent ou pas. Je crois que c'est la Casa de Papel qui nous sort dans ce temps-là. Non, mais j'adore quand tu dis la Casa de Poutine. J'adore ça, c'est très bon. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le dire, en fait. Bon, génial. Alors, on va inviter, bien sûr, les gens à aller voir cette superbe web-série-là qui, bientôt, aura une saison 2. Alors, on va pouvoir en profiter encore plus longtemps. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite de ce projet-là avec la Casa de Poutine? Je sais pas, est-ce qu'on peut faire mention 4 secondes du fait qu'on a aussi eu des artistes connus qui ont participé et puis ça on est très fiers qu'ils aient été là. Donc Kevin Ranelli qu'on a vu dans Fugueuse, qu'on va voir dans Nous, Cassandra Latreille qui a été nommée aux Gémeaux, qu'on a vu dans plein de séries, mon fils Adrien Belugou qui joue dans Portrait Robot actuellement. Et donc je veux pour la saison 2, plus de tout. Là je veux pas dévoiler de scoop, mais il y aura même un petit côté international. Parce qu'il y a un volet qu'on va tourner dans un autre pays. On n'en dira pas plus. Ah ouais, ça va être fou. Ça va être fou. On va pouvoir s'en parler plus près de la diffusion. Ça sera un plaisir de pouvoir découvrir ce que vous nous réservez, les belles surprises de la saison 2. Bravo pour ce beau projet-là, définitivement. Autant pour la belle sélection, la distribution, c'est super diversifié et effectivement, la diversité est au rendez-vous, chose qui est bien importante rendue en 2021. Alors, je voulais le souligner. Puis, je vais vous souhaiter encore beaucoup de plaisir dans cette belle aventure-là. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous avez eu pour ces tournages-là et pour la production. Ça, il n'y a aucun doute. Merci beaucoup à vous, Stéphane. Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut la clique pour cette semaine, en espérant que vous ayez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes entrevues, d'autres émissions et même d'autres saisons, c'est sur le télémag.tv que je vous invite ou encore sur le laclique.com. Et bien sûr, continuez de nous suivre sur notre page Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!